J'ai donné toute ma vie à mon mari et à sa famille, sacrifiant mon indépendance pour prendre soin de sa mère malade. Mais quand j'ai dû mendier 1500 € par mois, sentant chaque mot comme une humiliation, et que le simple désir de gâteau de ma fille dépendait de son argent de poche, accordé à contre-cœur, j'ai réalisé que j'étais totalement insignifiante à leurs yeux. Il était loin de savoir que ce désespoir silencieux allait allumer une flamme. Le poids d'une bourse vide étouffe l'âme d'une femme. Éléonore lissa le tissu floral fané de sa jupe, une habitude nerveuse. La cuisine, habituellement son royaume de discrète efficacité, lui semblait vaste et vide aujourd'hui. Dehors, le soleil de midi, d'ordinaire une chaleur réconfortante, semblait se moquer du froid qui lui glaçait les os. Pendant si longues années, depuis qu'Antoine avait insisté pour qu'elle quitte son emploi, cette maison avait été son monde. Et dans ce monde, chaque demande d'argent, même les maigres 1500 € par mois pour les dépenses du foyer, sonnait comme une supplique humiliante. Antoine, son mari, lui remettait les fonds d'une main lente et délibérée, son regard fixé sur le sien, lui donnant l'impression qu'il lui octroyait une fortune inouïe, et non pas simplement de quoi couvrir les factures. Ce matin-là, le silence numérique du téléphone d'Antoine était assourdissant. Elle avait envoyé le message des heures auparavant. « Antoine, es-tu occupé ? Il est temps de virer les dépenses du foyer de ce mois-ci. » Aucune réponse. Pas même un simple accusé de lecture. Il restait là, dans la conversation. Un symbole brutal de sa valeur évanescente dans sa vie. L'application bancaire sur son téléphone affichait un 0 implacable, indéniable. Une petite main la tira, douce mais persistante. Léa, sa fille de 5 ans, se tenait près de la porte de la cuisine, les yeux grands ouverts, reflétant un désir simple et innocent. « Maman !» murmura-t-elle, sa voix à peine un souffle. « On peut avoir du gâteau ?» Léa sauta sur la pointe des pieds, un petit oiseau impatient. Le cœur d'Éléonore se serra, une douleur vive et amère. Cette simple demande, ce petit rêve, semblait soudain une montagne. Éléonore s'agenouilla, ses genoux endoloris par des années à nettoyer les sols et à entretenir une maison qui ne lui semblait plus tout à fait la sienne. Elle força un sourire, mais il semblait forcé et fragile. « Maman n'a pas d'argent pour l'instant, ma chérie. Attendons que papa l'envoie, d'accord ?» Les yeux brillants de Léa s'éteignirent un peu, l'étincelle de l'attente s'éteignant. Elle hocha la tête, ses petites épaules s'affaissant, et cessa d'insister. Sa compréhension silencieuse, sa résignation immédiate, coupèrent plus profondément que n'importe quelle parole blessante qu'Antoine ou Geneviève lui avaient jamais jetée. Ce n'était pas une famille en difficulté. Les affaires d'Antoine marchaient bien. Leur maison, bien que non luxueuse, était confortable. Ils étaient loin d'être pauvres. Pourtant, Léa, avec son simple désir de gâteau, dépendait d'un virement qui pourrait ne jamais arriver, d'une générosité de plus en plus mesquine. Pourquoi sa propre fille devait-elle apprendre une déférence si prudente, une compréhension si profonde de la rareté, juste pour une part de gâteau? L'injustice la brûlait. Éléonore ravala la boule dans sa gorge. Elle récupéra son téléphone, ses doigts flottant au-dessus du contact d'Antoine. Elle devait réessayer. Elle adoucit son ton, essayant de faire appel au père en lui, si ce n'est au mari. « Chérie, es-tu occupée? Si tu ne l'es pas, pourrais-tu virer les dépenses de ce mois-ci, quand tu auras un moment? Léa veut vraiment du gâteau, mais je n'ai pas l'argent. » Cette fois, mentionner Léa, la plus petite et la plus innocente membre de leur foyer, sembla percer son silence numérique. Une notification de message vocal apparut. Un ton sec et irrité, une brève, vive exclamation. « Compris.
arrête de râler. Je suis occupée. D'accord, j'enverrai ça plus tard. » Les mots étaient en tranchant comme un couperet, dénués de chaleur ou de préoccupation. Juste un ordre. Elle resta là un long moment, le téléphone encore chaud dans sa main, le faible bourdonnement de son ton méprisant résonnant encore à ses oreilles. La résignation l'envahit, lourde et froide. Au moins, il l'avait reconnue. Au moins, il avait promis. Elle se dirigea vers le comptoir, ramassant mécaniquement le couteau qu'elle avait laissé tomber, reprenant ses préparations pour le dîner. La cuisine, autrefois son refuge, se sentait désormais comme une cage. Le grésillement des oignons dans la poêle, le parfum réconfortant de l'ail commençant à dorer, emplit l'air. Un tableau ordinaire. Puis un son soudain et horrible brisa la paix domestique. Ce n'était pas une toux, c'était un vomissement humide et violent. Éléonore laissa tomber le couteau. Son sang se glaça. Léa. Un cri aigu et désespéré suivit, puis le gargouillement, le son reconnaissable de la diarrhée. La peur, brute et primitive, lui étreignit la gorge. Elle courut vers le salon. Léa gisait recroquevillée sur le tapis, pâle et tremblante. L'innocence lumineuse s'était éteinte sur son visage. Éléonore la ramassa, son esprit déjà en ébullition. L'hôpital. Tout de suite. Elle franchit la porte d'entrée. L'air du soir la frappa comme une gifle. Léa était molle dans ses bras, fiévreuse et faible. Son monde se réduisit à ce besoin désespéré. Elle appela un taxi, sa voix tremblante. Alors que le chauffeur démarrait, elle tâtonna pour son téléphone. Antoine. Il n'avait toujours pas envoyé l'argent. Son cœur battait furieusement contre ses côtes, un tambour frénétique de terreur. Elle n'avait même pas assez pour le taxi, encore moins pour les médicaments. L'hôpital se dressait, un phare d'espoir et une montagne de coups impossibles. Chaque seconde semblait une heure. Le taxi s'arrêta en grinçant devant les urgences. Les lumières vives et stériles semblaient dures après la pénombre du taxi. À l'intérieur, l'air frais et impersonnel du couloir de l'hôpital n'offrait aucun réconfort. Léa s'affaiblissait à vue d'œil. L'esprit d'Éléonore criait à l'action. Elle devait le rappeler. Il devait répondre. Il devait envoyer l'argent. Elle ne laisserait pas Léa souffrir à cause de son insensibilité. Ce qui allait suivre la pousserait au bord du gouffre. Le téléphone vibra dans sa main tremblante. Une bouée de sauvetage qu'elle priait de ne pas rompre. À la réception de l'hôpital, la voix de l'infirmière fut un mur doux et ferme. « Le médecin verra votre fille dès que le paiement sera traité, madame. » L'esprit d'Éléonore hurlait. Antoine n'avait toujours pas envoyé l'argent. Son compte bancaire, un paysage aride, n'offrait rien. Elle ne pouvait même pas payer les médicaments de Léa. Et encore moins la consultation initiale. L'odeur stérile de l'hôpital, d'ordinaire un réconfort, lui semblait maintenant oppressante. Les lumières fluorescentes trop vives, trop froides. Elle serra son téléphone, ses doigts moites de sueur. Le désespoir, un acide brut et brûlant, lui monta à la gorge, anéantissant toute fierté. Elle devait le rappeler. Il décrocha à la 3e sonnerie. Un claquement sec et immédiat. « Je ne t'ai pas dit que j'étais occupée ? Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans ? Tu es comme une percepteur, tellement agaçante. J'enverrai l'argent quand j'aurai le temps. Arrête de me déranger. » Puis un clic. La ligne se coupa. La tonalité retentit. Un bourdonnement cruel et moqueur contre son oreille. Éléonore resta là, figée. Le téléphone toujours pressé contre son visage. Sa chaleur, un membre fantôme contre sa peau. Une vague de frustration, épaisse et suffocante, l'envahit, suivie d'un sentiment d'impuissance profond et déchirant. Des larmes, chaudes et silencieuses, coulèrent sur ses joues, brouillant les murs blancs et stériles de l'hôpital. Comment sa vie,
autrefois si pleine de promesses vibrantes, s'était-elle réduite à cela? Réduite à mendier, congédiée avec mépris, tandis que sa propre enfant souffrait, ses besoins insatisfaits, à cause du contrôle mesquin d'un homme. Ce fut un coup froid et brutal. Elle ferma les yeux et le passé défila. Elle se rappela sa rencontre avec Antoine. C'était lors d'un barbecue d'amis communs, le soleil filtrant à travers les feuilles vertes, des rires dans l'air. Il était charmant, ambitieux, ses yeux pétillants d'un avenir qu'ils construiraient ensemble. Ce fut le coup de foudre, un amour passionné et fulgurant qui l'avait emporté. Il était si enthousiaste, si plein de projets. Ils se marièrent rapidement, une célébration de l'espoir de leur jeunesse. Leur nouvelle vie commença dans sa maison familiale, un endroit qu'il partageait avec sa mère, Geneviève. Geneviève, autrefois pleine de vie, était en fauteuil roulant depuis des années, son corps faiblissant, son esprit s'aigrissant. Sa condition, une source constante de douleur, avait altéré son caractère. Elle était une tempête de plaintes et de critiques, un flot incessant d'exigences. Les aides ménagères, aussi patientes ou compétentes fussent-elles, ne duraient pas plus de quelques semaines sous sa surveillance incessante. Elles démissionnaient, l'une après l'autre, fuyant l'atmosphère toxique. Antoine, farouchement concentré sur sa carrière ascendante, avait tiré Éléonore à part un soir, sa main chaude et rassurante sur la sienne. « Éléonore » avait-il supplié sa voix sincère. « Ma carrière prend son envol. Si tu pouvais juste quitter ton emploi, être femme au foyer à temps plein, tu pourrais gérer la maison, prendre soin de ma mère. Je te promets, si tu fais ça, je te donnerai tout mon salaire. Je te rendrai véritable maîtresse de maison. Nous serons une équipe. » Cela sonnait comme un rêve alors. Une chance de construire un foyer, de soutenir l'homme qu'elle aimait, d'être le cœur de leur maison. Elle avait accepté. Au début, il tint ses promesses. Chaque mois, son salaire, plein et intact, atterrissait entre ses mains. Elle gérait les finances, le foyer, les soins de Geneviève, tout. Elle se sentait comme une vraie partenaire. Mais lentement, subtilement, les choses commencèrent à changer. D'abord, les excuses commencèrent. Il avait besoin d'argent pour des frais de représentation, pour entretenir des relations avec ses supérieurs, des coûts imprévus. Puis, un jour, il reprit simplement la carte de salaire. « C'est plus simple comme ça, chérie. Je te virerai juste ton argent de poche. » À partir de ce moment-là, ce furent quelques milliers d'euros chaque mois pour les dépenses du foyer. Au début, c'était 4 ou 5 000, puis une chute rapa à 3 000. Finalement, cela diminua à un maigre 1 500 euros. Maintenant, même ce petit argent de poche venait avec des retards, avec ses mots blessants, avec le dard cinglant de son mépris. Comme aujourd'hui, 2 messages, la maladie d'un enfant, et toujours rien. Sans ces 1 500 euros, elle était totalement impuissante, incapable d'acheter des médicaments pour son propre enfant. L'humiliation était une douleur physique. Elle ravala sa fierté, prit son téléphone et appela une amie, murmurant une supplique désespérée pour quelques centaines d'euros afin de couvrir l'urgence de Léa. L'air restait lourd de son ton méprisant, un écho obsédant de promesses perdues. Sa crise immédiate fut évitée, mais la tension sourde dans sa poitrine se tendit, tel un fil fin attendant de rompre. Comment avait-elle permis cette érosion graduelle de sa valeur, de son autonomie? Comment démêler une vie si méticuleusement tissée dans le cruel dessein d'un autre? De retour à la maison avec Léa, la demeure semblait se dresser, une forteresse silencieuse de leur contrôle. Son cœur battait d'une anticipation nerveuse, sachant qu'une nouvelle bataille l'attendait. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de naufrage, sachant qu'une tempête se préparait?
et que vous vous teniez juste sur son chemin, le silence dans la maison était une chose fragile, sur le point de se briser. La porte d'entrée se referma derrière Éléonore et Léa. Un bruit doux dans la maison autrement silencieuse. Léa, épuisée, s'accrochait à la jambe d'Éléonore. Antoine n'était pas encore rentré, mais sa mère, Geneviève, qui avait fait la sieste tout l'après-midi, semblait posséder un sixième sens pour le retour d'Éléonore. Une voix perçante, acérée et cinglante fendit l'air depuis l'arrière de la maison. « Femme inutile, où étiez-vous? Venez ici et occupez-vous de moi !» Les épaules d'Éléonore s'affaissèrent. L'épuisement de l'hôpital, l'inquiétude constante, rencontraient maintenant cet assaut familier et incessant. Ravalant le goût amer qui lui montait à la bouche, elle alla aide Geneviève à sortir du lit et à s'installer dans son fauteuil roulant. Le mouvement mécanique, dénué de chaleur. Elle la roula dans le salon. Les yeux de Geneviève, plissés et froids, balayèrent la pièce. « Il est si tard, et vous n'avez pas préparé le dîner. Qu'est-ce que vous faites? De toute façon, Antoine rentrera bientôt. Vous comptez l'affamer? Tout ce que vous faites, c'est traîner ici. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi mon fils vous a épousé. » Ces insultes, aiguisées au fil des ans, ne l'atteignaient presque plus. Éléonore était devenue insensible, une coquille vide absorbant les coups. Elle se rappela le début de son mariage avec Antoine. Comment les mots cruels de Geneviève la faisaient courir vers lui, les larmes coulant, le suppliant d'intervenir. Mais Antoine, toujours le diplomate, ne la défendait jamais vraiment. Il se contentait de la serrer dans ses bras, de lui caresser les cheveux, lui murmurant des mots rassurants. « Elle souffre beaucoup à cause de sa maladie », expliquait-il, sa voix douce, presque implorante. « C'est pourquoi elle est irritable. S'il te plaît, essaie d'être patiente pour moi. » Et ainsi, Éléonore avait enduré. Année après année, sa patience s'amenuisait, son esprit lentement érodé par une belle-mère qu'il refusait de maîtriser, et un mari qui refusait de la protéger réellement. Elle avait pris sa douceur pour de la gentillesse, son inaction pour de la compréhension. La clé d'Antoine tourna dans la serrure peu après. Le déclic familier envoya une nouvelle vague de tension dans la maison. Il entra, mallette à la main, inconscient du champ de bataille émotionnel où il mettait les pieds. Au dîner, le silence habituel et étouffant planait, lourd et suffocant. Éléonore poussa la nourriture sur son assiette, cherchant ses mots. Elle devait demander. « Chérie », commença-t-elle, sa voix basse, presque un murmure, espérant que cela sonne moins comme une exigence et plus comme une requête. « Peux-tu me virer les dépenses du mois? Je n'ai plus d'argent et il faut que j'achète des provisions demain. » La fourchette d'Antoine claqua contre son assiette. Il leva les yeux, un rictus sarcastique déformant ses lèvres. « Vous les femmes, vous avez la belle vie. Vous n'avez même pas à travailler. Vous restez juste à la maison à attendre que les hommes ramènent l'argent. Puis, dès que le mois commence, vous rabâchez sans cesse. Avez-vous une idée de la difficulté avec laquelle je gagne cet argent ? » Il dit cela comme si elle avait choisi cette vie de dépendance. Comme si elle n'avait pas tout abandonné parce qu'il l'avait supplié de le faire. Geneviève, sentant une alliée, intervint, sa voix dégoulinante de bien-pensance. « Exactement. Mon fils travaille si dur tous les jours et vous le harcelez toujours pour de l'argent. Vous croyez qu'il est fait d'or ? Vous devriez apprendre à dépenser moins. » Éléonore sentit un nœud se serrer dans son estomac. Elle tenta de raisonner, sa voix à peine audible. « Je budgétise aussi serré que possible. 1 500 € par mois couvrent à peine les courses, les charges et les petites gâteries de Léa. » La main d'Antoine claqua son assiette sur la table, un bruit sec et en colère. « Qu'est-ce que tu veux dire? 1500, ce n'est pas assez? Combien tu veux de plus, femme avide ?» Chaque mot était un petit éclat de verre,
chacun s'enfonçant plus profondément que le précédent. Au début, elle pensa qu'elle pouvait laisser passer, simplement endurer, comme elle l'avait toujours fait. Mais ensuite, Geneviève alla trop loin. Geneviève picora dans son assiette, un air suffisant et satisfait sur le visage, et marmonna. « Et cette petite bonne à rien de fille à vous, pourquoi gaspillez-vous de l'argent à lui acheter du gâteau? À quoi bon? Vous feriez mieux d'économiser cet argent pour aider mon fils. » Les mots restèrent en suspens, glaçant le souffle d'Éléonore. Léa, sa douce, innocente Léa, le gâteau, c'en était trop, le point de rupture. Éléonore sentit quelque chose se briser en elle, un fil qui l'avait retenu trop longtemps. Une tempête silencieuse se préparait, et elle était sur le point de se déchaîner. N'avez-vous jamais eu un moment où un petit commentaire insignifiant, après des années de mépris, a allumé un feu que vous ne soupçonniez pas avoir en vous? Ça suffit. Le mot explosa d'Éléonore, brisant le silence. La table du dîner, autrefois un lieu de ressentiment latent, devint un champ de bataille. Éléonore, sa main encore picotante de l'impact de l'assiette qu'elle avait retournée d'un coup, sentit un feu s'allumer en elle. Des années de colère refoulée, d'humiliation, de sacrifices silencieux éclatèrent. Sa voix, d'ordinaire douce, résonnait maintenant avec une puissance brute. Elle se tourna vers Antoine, son visage un masque de choc et d'incrédulité. « Vous agissez comme si 1 500 € était une fortune, comme si je demandais des millions. Vous me dites de ne pas vous harceler, mais vous n'envoyez jamais l'argent à moins que je ne le fasse. Savez-vous à quel point c'est humiliant de devoir emprunter de l'argent juste pour emmener Léa à l'hôpital ?» Son doigt trembla en le pointant vers lui, son regard inébranlable. « Antoine, j'avais un emploi autrefois. J'étais indépendante. C'est vous qui m'avez supplié d'arrêter, de rester à la maison et de prendre soin de votre mère dans notre maison. Vous croyez que je voulais ça? Vous croyez que j'apprécie de dépendre de vous ?» Son regard se tourna brusquement vers Geneviève, qui était figée, son rictus habituel effacé. « Et vous ?» La voix d'Éléonore dégoulinait du venin qu'elle avait refoulé pendant des années. « Vous vous plaignez toujours que je dépense l'argent de votre fils. Avez-vous déjà pensé à la raison pour laquelle je suis même ici, si ce n'était pas pour vous? Croyez-vous que j'aurais quitté mon emploi pour devenir votre aide-soignante? Avez-vous une idée de ce qu'il en coûterait d'engager quelqu'un pour prendre soin de vous, une vieille femme paralysée? 3 ou 4 000 € par mois minimum. Et me voici, faisant tout cela pour de maigres 1 500. Vous devriez être reconnaissante. » Une vague de soulagement cathartique submergea Éléonore. Un cri libérateur qui était resté coincé en elle pendant des années. Antoine et Geneviève, en revanche, étaient furieux. « Éléonore, tu as perdu la tête ?» cria Antoine, son visage déformé par la rage. « Non, Antoine, » répliqua Éléonore, sa voix claire et assurée. « Je n'ai jamais été aussi lucide. À partir de maintenant, c'est fini. J'en ai fini de te demander de l'argent. J'en ai fini de gérer cette maison. J'en ai fini de prendre soin de ta mère. Léa, nous nous relayerons pour l'élever. Je ne fais plus ça seule. Voyons comment tu te débrouilles sans moi pour tenir tout ça. » Ignorant leurs protestations balbutiantes et les plaintes stridentes de Geneviève, Éléonore saisit la main de Léa. Léa, les yeux écarquillés mais silencieuse, la suivit. Alors qu'elle marchait vers la chambre d'Éléonore, elle s'attendait à ce que Léa ait peur après l'explosion soudaine de sa mère. Au lieu de cela, la petite main de Léa serra la sienne et elle leva les yeux, ses yeux pétillants. « Maman, tu étais incroyable aujourd'hui !» Éléonore resta figée un instant, ces mots simples perçant plus profondément que n'importe quelle insulte, validant des années de douleur silencieuse. Elle s'agenouilla, sa voix s'adoucissant. « Mais si je recommence à travailler,
je n'aurai peut-être pas autant de temps pour m'occuper de toi. »« Ce n'est pas grave, maman. » gazouilla Léa, un esprit résilient transparaissant déjà. « J'ai déjà 5 ans. Mes maîtresses s'occuperont de moi à l'école. Et le week-end, je peux m'occuper de moi-même. » La compréhension inébranlable de Léa brisa les dernières réserves d'Éléonore. Elle serra sa fille dans une forte étreinte, des larmes coulant sur son visage, non pas de tristesse, mais d'un amour féroce et d'une résolution naissante. La seule bonne chose, la chose la plus pure, issue de son mariage avec Antoine, était Léa. Une petite fille brillante, réfléchie et aimante. Cette nuit-là, Éléonore fit un vœu silencieux et inébranlable. Elle ne regarderait jamais en arrière. Elle ne lèverait plus le petit doigt pour cette maison, pour ces 2 personnes. Elle pensait qu'Antoine et Geneviève pourraient tenir 3 jours sans elle. Elle les avait grandement surestimés. Ce qui se passa cette même nuit n'était que le début. Combien de temps pensez-vous qu'il faut à une vie de souffrance silencieuse pour finalement exploser en liberté? Ils s'effondrèrent plus vite qu'elle ne l'aurait jamais imaginé possible. En fait, Éléonore avait grandement surestimé Antoine et Geneviève. Ils ne tinrent même pas la nuit. À 10 heures précises, le doux clic de la porte de sa chambre s'ouvrant transperça l'obscurité silencieuse. Éléonore, qui venait de réussir à calmer Léa pour un sommeil agité, regarda la silhouette d'Antoine apparaître dans l'embrasure de la porte. Il semblait maladroit, un spectacle rare et révélateur, alors qu'il tendait un chèque neuf et blanc. Sa voix était étouffée, presque hésitante. « Voici l'argent de ce mois-ci. Aussi, ma mère a eu un incident. Peux-tu aller nettoyer ?» Une satisfaction froide et dure s'installa dans la poitrine d'Éléonore. L'homme gâté, habitué à son efficacité silencieuse, était totalement perdu sans elle. Avoir une mère en fauteuil roulant, qui dépendait de couches pour adultes pour tout, rendait impossible à Antoine de gérer ne serait-ce qu'une nuit sans elle. Toutes ces fois où elle avait silencieusement pris le fardeau sans se plaindre, il devait penser que c'était facile pour elle. Il n'avait jamais vu son travail, seulement ses résultats. Eh bien, plus maintenant. Son épouse docile et toujours serviable était partie pour de bon. Éléonore ne toucha pas le chèque. Elle le repoussa simplement dans ses mains, d'un geste doux, mais ferme. Sa voix était assurée, dépourvue d'émotion. « Oh, je n'oserais pas prendre votre argent. Sinon, vous et votre mère allez juste continuer à me traiter d'inutile. À partir de maintenant, je vais trouver un travail et gagner mon propre argent. Quant à cette maison, à votre mère et à tout le reste, débrouillez-vous, j'en ai fini. » Le front d'Antoine se plissa, sa patience craqua. Il claqua. « Allez, Éléonore, ne sois pas si ingrate. Je vais ajouter 1500 € de plus au budget de ce mois-ci. 3000. Arrête juste de faire ta crise et va nettoyer après ma mère. » Il lui poussa un nouveau chèque, sans doute pour le montant plus élevé, dans la main. Éléonore le lui rendit à nouveau, intact. Le visage d'Antoine rougit, sa mâchoire se crispant. « Si tu continues comme ça, ne t'attends pas à ce que je te donne un centime de plus, » cracha-t-il. Mais sa menace n'avait aucun pouvoir. Éléonore avait déjà pris sa décision. Qui avait encore besoin de son argent? Elle fit un pas vers lui, puis le repoussa fermement, le guidant vers la porte. « Au revoir !» Furieux, Antoine sortit de la pièce, arpentant le couloir, marmonnant des jurons entre ses dents. Mais il n'avait pas le choix. Il devait aller nettoyer après Geneviève lui-même. Qu'il le fasse. Le pire était encore à venir pour ces deux-là. Quand Éléonore se leva le lendemain matin, la maison était étrangement silencieuse. Antoine était déjà parti, probablement au travail, fuyant le désastre domestique. Au moment où Éléonore ouvrit la porte de sa chambre, la voix stridente de Geneviève commença. « Femme paresseuse,
Dormir jusqu'à maintenant? Vous essayez de me faire mourir de faim? Allez me faire le petit déjeuner. » Éléonore rit. C'était un son froid et aigu qui résonna dans le silence. « Geneviève, » dit-elle, sa voix calme, presque désinvolte. « Pensez-vous toujours que je suis la même belle fille que vous pouvez mener par le bout du nez? J'ai fait comprendre à Antoine hier que c'est fini. Je ne prendrai plus un centime de lui et je ne m'occupe plus de vous. Celui dont vous êtes la mère, c'est lui qui doit s'occuper de vous. Mais soyons honnêtes, pensez-vous vraiment que votre fils, si habitué à être servi comme un prince, aura la patience de s'occuper de vous? » L'assurance de Geneviève vacilla visiblement. Elle connaissait son fils mieux que quiconque. Son expression changea rapidement, son ton s'adoucissant, alors qu'elle forçait un sourire gêné. « Maintenant, Éléonore, ne sois pas impulsive. Les couples ne devraient pas être si mesquins à diviser les responsabilités. Antoine travaille dur pour gagner de l'argent et il est juste que vous gériez la maison et preniez soin des personnes âgées. Mais bien sûr, c'est de sa faute d'avoir oublié de vous donner les dépenses du foyer quand il rentre. Je veillerai à lui donner une bonne réprimande. » Son changement d'attitude soudain n'était pas satisfaisant. Il était pathétique. Pendant des années, Éléonore avait pris soin de Geneviève sans un seul mot de remerciement. Maintenant qu'Éléonore menaçait d'arrêter, Geneviève n'était que sourires et flatteries. Des gens comme elle, réalisa Éléonore, étaient vraiment sans vergogne. Éléonore ignora ses suppliques. Elle entra dans la cuisine, un espace où elle avait passé des années à servir. Elle prépara le petit déjeuner, juste assez pour Léa et elle-même. Geneviève était assise à proximité dans son fauteuil roulant, les regardant avec fureur, son estomac gargouillant bruyamment. Son visage devint vert de rage. « Femme cruelle, sans cœur, vous essayez de me faire mourir de faim? Ne me rejetez pas la faute, » répondit calmement Éléonore, prenant une bouchée de sa tartine. « J'ai dit à Antoine hier soir que j'en avais fini de prendre soin de vous. Il le savait et vous a quand même laissé seul à la maison. Si quelqu'un essaie de vous affamer, c'est votre précieux fils, pas moi. » Après le petit déjeuner, Éléonore prit Léa par la main et quitta la maison. Si Antoine voulait continuer à prétendre qu'elle ne faisait rien de la journée, pendant qu'il se tuait à la tâche pour gagner de l'argent, qu'il gère tout sans elle pendant un moment, voyons combien de temps il pourrait tenir en s'occupant de sa fille, en gérant sa mère et en gardant leur maison en ordre. Le jeu ne faisait que commencer. Vous êtes-vous déjà retrouvé à un point où vous refusez simplement d'être exploité davantage? Son monde parfaitement orchestré était sur le point de s'effondrer. Éléonore entra dans l'immeuble de bureau d'Antoine, la façade de verre et d'acier étincelante sous le soleil du matin. À l'intérieur, le hall bourdonnait du doux murmure de l'ambition, un contraste saisissant avec le chaos qu'elle avait laissé derrière elle à la maison. Léa, serrant sa main, leva les yeux vers le plafond imposant, avec de grands yeux curieux, apparemment inconsciente de la tension émanant de sa mère. Éléonore sentit une vive poussée de détermination. Si Antoine voulait continuer à prétendre qu'elle ne faisait rien de la journée pendant qu'il se tuait à la tâche pour gagner de l'argent, alors il pourrait expérimenter un avant-goût de sa vie quotidienne. Qu'il gère tout sans elle pendant un moment. Voyons combien de temps il pourrait tenir en s'occupant de sa fille dans ce monde stérile et professionnel. Elles traversèrent les couloirs lustrés, l'odeur du café cher se mêlant à l'air recyclé. L'assistante d'Antoine, une jeune femme au chignon serré, leva les yeux, la surprise traversant son visage. Avant qu'elle ne puisse prononcer un mot, Éléonore mena Léa droit vers la porte ouverte du bureau d'Antoine. Il était assis derrière son grand bureau brillant, absorbé par son écran d'ordinateur, incarnation de l'efficacité d'un cadre supérieur. Au moment où il les vit,
Son visage s'assombrit. Il n'attendit aucune explication, se lançant immédiatement dans une tirade discrète mais furieuse. « Ma mère vient d'appeler et a dit que tu n'avais fait le petit déjeuner que pour toi et Léa. » Éléonore ignora son accusation. Elle soutint son regard calmement, sa voix ferme et claire, coupant à travers le brouhaha du bureau. « Je crois que j'ai été très claire hier soir. Je ne prendrai plus un sou de votre part, et j'en ai fini de m'occuper de votre mère. Ne comprenez-vous pas des mots simples ? » Antoine, très conscient de la présence de ses collègues, se pencha en avant, baissant la voix en un murmure furieux. Il ne put cacher son irritation, sa façade parfaite se fissurant sous la pression. « Alors, pourquoi êtes-vous là ? Vous ne voyez pas que je suis occupée ? »« Oh, c'est donc vous seul qui avez le droit d'être occupée ?» rétorqua Éléonore, un sourire frais et provocateur jouant sur ses lèvres. « Laissez-moi vous dire, Antoine, je suis occupée aussi. Je suis occupée à chercher un emploi. Puisque nous nous dirigeons vers un mariage basé sur un partenariat égalitaire, il est juste que nous partagions les responsabilités parentales équitablement. Je ne vous dois rien. J'ai pris soin de Léa hier. Aujourd'hui, elle est toute à vous. » Comme sur commande, Léa, sentant l'opportunité, lâcha la main d'Éléonore. Elle trottina jusqu'au bureau d'Antoine, sa petite voix résonnant d'une sincérité innocente. « Papa, c'est ton tour de t'occuper de moi aujourd'hui. Maman a besoin d'une pause. » Le visage d'Antoine rougit profondément, mortifié. Il jeta un coup d'œil frénétique à la porte de son bureau, puis de nouveau à Éléonore, ses yeux écarquillés d'incrédulité. « Éléonore, vous êtes folle ? Qu'attendez-vous de moi ? Que j'amène un enfant au bureau ? Quel effet ça ferait ? C'est votre problème à résoudre, » dit Éléonore fermement, écartant son bras qui tentait de la retenir. Elle se retourna et sortit par la porte, le petit sourire triomphant désormais plus prononcé, la satisfaction de le laisser complètement pris au dépourvu, piégé dans son monde d'entreprise, soigneusement construit, avec une petite de 5 ans désemparée, était immense. Le bureau bourdonnant, qui quelques instants auparavant avait semblé intimidant, ressemblait maintenant à une scène pour sa victoire silencieuse. Après avoir quitté le bureau d'Antoine, l'air extérieur lui parut plus léger, plus libre. La démarche d'Éléonore était décidée, alors qu'elle se dirigeait directement vers une agence de service à la personne. Ses qualifications n'avaient rien de spécial sur le papier. Des années, en tant que femme au foyer à temps plein, l'avaient déconnectée du monde professionnel. À son âge, un poste de cadre semblait peu probable qu'on la considère même. Mais l'entretien ménager, c'était son point fort. Elle savait comment gérer un foyer, comment prendre soin d'autrui. À sa surprise, elle réussit 2 entretiens haut la main. Les 2 agences furent impressionnées par ses compétences organisationnelles, son calme olympien et son vaste expérience dans la gestion d'un foyer et les soins à une personne âgée et difficile. Elles lui assurèrent qu'elle la contacterait pour des missions d'essai dès qu'une famille appropriée aurait besoin d'aide. En sortant de ces entretiens, le soleil de l'après-midi chaud sur son visage, Éléonore ressentit un sens renouvelé d'espoir, une étincelle d'indépendance qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Si elle devait faire du ménage de toute façon, autant le faire pour des gens qui le valorisaient. Au moins, elle gagnerait son salaire sans subir l'indignité d'être traitée de paresseuse ou d'inutile. Alors qu'elle débordait de cet optimisme retrouvé, une sonnerie aiguë et familière coupa le silence plein d'espoir. Son téléphone. C'était Léa, et elle pleurait. Une vague de terreur glaciale envahit Éléonore, la glaçant jusqu'aux os. Qu'est-ce que cet homme avait encore fait ? Les cris désespérés de Léa transpercèrent l'optimisme fragile d'Éléonore. Alors qu'Éléonore débordait d'un espoir retrouvé,
La sonnerie aiguë de son téléphone coupa le doux bourdonnement optimiste de l'après-midi. C'était Léa, et sa petite voix était étouffée de sanglots. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Ne pleure pas. Prends ton temps et dis à maman ce qui s'est passé. » Le cœur d'Éléonore chuta, une terreur froide la saisissant. Les reniflements et les paroles tremblantes de Léa brossèrent un tableau effroyable. « Maman, papa s'est fait engueuler par son patron parce qu'il m'a amenée au travail. Ensuite, papa m'a jetée dehors du bureau. Il n'y a personne ici que je connaisse. J'ai tellement peur. » Ce salaud d'Antoine avait abandonné leur fille. Il l'avait jetée comme un déchet, parce qu'il ne pouvait pas gérer les conséquences de ses propres actes. L'esprit d'Éléonore devint vide de panique primitive. Elle ne s'arrêta pas pour réfléchir. Elle sprinta, le souffle saccadé, le long de la rue animée, balayant chaque visage, chaque recoin, à la recherche de sa petite fille. La ville, habituellement un lieu de possibilités, lui semblait maintenant un labyrinthe vaste et indifférent. Quand elle aperçut enfin Léa, une minuscule silhouette perdue, recroquevillée près d'une jardinière, devant l'immeuble de bureau étincelant d'Antoine, Éléonore laissa échapper un soupir de soulagement tremblant. Léa était en sécurité, mais son visage strié de larmes, rougi et gonflé, brisa le calme d'Éléonore. Chaque instinct criait de la serrer dans ses bras, de la tenir, de lui promettre le monde. Mais Éléonore se retint. Une pensée glaçante, nette et claire, coupa à travers son instinct maternel. Si elle cédait maintenant, Antoine n'utiliserait cette tactique que pour la manipuler à l'avenir. Il utiliserait la douleur de Léa comme une arme pour ramener Éléonore dans sa toile suffocante. Non, c'était le moment d'une leçon. Une leçon puissante et inoubliable. Se calmant, une résolution froide et dure s'installant en elle, Éléonore composa le numéro de la police. « Allô, agent, je voudrais signaler un cas d'abandon d'enfant. Pourriez-vous venir immédiatement, s'il vous plaît ?» La mention d'un jeune enfant laissé seul déclencha une réponse rapide et urgente. Des gyrophares bleus clignotèrent en quelques minutes, se reflétant sur la façade vitrée de l'immeuble. 2 officiers, une gentille agente et un officier sévère, arrivèrent. L'agente s'agenouilla, sa voix douce réconfortant Léa et calmant lentement, patiemment, son petit corps tremblant. Grâce aux descriptions larmoyantes de Léa, ils identifièrent rapidement Antoine comme son père. Quelques instants plus tard, les officiers, Léa à leur côté, entrèrent directement dans le bureau d'Antoine. Il fut pris complètement au dépourvu, son visage perdant toute couleur, alors qu'il levait les yeux de son bureau. « C'est un malentendu », bégaya-t-il, des perles de sueur sur son front. « Comment pourrais-je abandonner ma propre fille? Elle était juste un peu dissipée, alors je l'ai laissée dehors pour qu'elle réfléchisse un peu. » La voix de l'agente était sévère, coupant court à la pathétique excuse d'Antoine. « Dissipée ou non, monsieur, vous ne pouvez pas laisser un enfant aussi jeune dehors sans surveillance. Et s'il lui était arrivé quelque chose de dangereux ?» Sentant l'ouverture parfaite, Éléonore se précipita, les larmes lui montant aux yeux, sa voix s'élevant en une plainte dramatique. « Antoine, espèce de salaud! Comment as-tu pu laisser Léa dehors comme ça? Qu'attends-tu de moi? Je t'ai tout donné. J'ai porté ton enfant, l'ai élevé, et me suis occupée de ta mère paralysée. Et tu ne peux même pas me donner 1 500 € par mois pour les dépenses du foyer. » Elle se tourna vers les officiers, sa voix épaissie par un chagrin fin. « Bien, il ne veut pas me donner d'argent? Je suis allée chercher un travail moi-même, mais je me suis absentée juste un petit moment. Et il jette notre fille comme un déchet. C'est votre propre fille. Êtes-vous même humain ?» Les collègues d'Antoine, attirés par le tumulte, avaient maintenant des places au premier rang pour le drame qui se déroulait. Mon éclat ne fit qu'attiser leur intérêt.
et ils se rassemblèrent ouvertement pour observer. Antoine paniquait maintenant, transpirant visiblement. « Je n'ai pas refusé de te donner de l'argent. Arrête de raconter n'importe quoi. Rentrons à la maison et parlons-en. » Mais Éléonore ne le laissa pas s'en tirer si facilement. Là, devant tout le monde, elle sortit son téléphone, affichant des captures d'écran de leurs messages passés, ses suppliques pour de l'argent, ses réponses impatientes et méprisantes. « Tout le monde, jugez par vous-même. Avant de l'épouser, j'avais un emploi et j'étais financièrement indépendante. Mais il m'a supplié de démissionner pour que je puisse m'occuper de sa mère paralysée dans notre maison. Et maintenant, regardez comment il me traite. Ces accusations en larmes, combinées aux preuves irréfutables, touchèrent une corde sensible. La sympathie pour Éléonore se mua rapidement en dégoût pour Antoine. Ses collègues, hommes et femmes confondus, observaient avec des expressions allant de la pitié au mépris pur et simple. Même ses collègues masculins semblaient embarrassés de partager un lieu de travail avec quelqu'un comme Antoine. Visiblement acculé, Antoine se jeta en avant, essayant de saisir le bras d'Éléonore. Elle recula de façon dramatique, se cachant derrière la jante. « Oh, ne me frappez pas! J'arrêterai, d'accord? S'il vous plaît, ne me frappez pas !» cria-t-elle, feignant la peur. L'agent intervint immédiatement, la protégeant. « Monsieur, non seulement vous avez abandonné votre enfant, mais maintenant vous tentez d'agresser votre épouse. Vous devrez revenir au commissariat pour donner une déclaration complète. » Et juste comme ça, le dernier fil de la vie professionnelle soigneusement construite d'Antoine s'effilocha. Lui et Éléonore furent tous deux escortés dehors, les regards de ses collègues stupéfaits lui brûlant le dos. L'humiliation était totale. Que se passerait-il lorsque les portes du commissariat se refermeraient derrière eux et qu'il n'y aurait plus d'audience pour jouer son rôle? Avez-vous déjà vu la façade publique de quelqu'un s'effondrer, révélant la vraie personne en dessous? Le commissariat bourdonnait d'une justice froide et impitoyable. Antoine, le visage pâle et marqué par la honte, réussit à obtenir sa libération du poste seulement après avoir promis à plusieurs reprises aux officiers qu'il n'abandonnerait plus jamais Léa. Le retour à la maison était lourd d'une tension non dite, un silence suffocant qui les oppressait tous les deux. Mais au moment où la porte d'entrée de leur maison se referma derrière eux, sa rage soigneusement contenue explosa. « Éléonore, tu es folle! Tu as fait irruption dans mon bureau et tu as fait un scandale. Pour qui te prends-tu? Si tu me fais perdre mon emploi, comment comptes-tu survivre ?» Éléonore rencontra sa fureur avec un calme, une défiance troublante. « Vous n'avez pas à vous en faire pour ça. J'aurai un emploi assez tôt. » Son rire fut rude, méprisant. « Oh, s'il vous plaît, avec votre éducation et le temps que vous avez passé hors du marché du travail, qui vous embaucherait? Vous vous faites des illusions. » Elle marqua une pause, laissant son arrogance planer dans l'air. « J'ai passé des années à gérer ce foyer et à prendre soin de vous et de votre mère. Mon expérience me rend plus que qualifiée. De nombreuses agences de services à la personne m'embaucheraient. » Antoine ricana, les yeux s'écarquillaient d'incrédulité. « Vous parlez d'être femme de ménage? C'est ça, votre grand projet? Vous vous rendez compte à quel point c'est humiliant? » Éléonore ne put s'empêcher de rire. Un son aigu, froid. Qu'y a-t-il d'humiliant à gagner honnêtement sa vie? Au moins, quand je travaillerai pour quelqu'un d'autre, ils me respecteront et me paieront équitablement. En tant que femme de ménage, je gagnerai 7 000 € par mois. Comparez cela aux 1 500 que vous me donnez à contre-cœur en me traitant comme une moins que rien. Je dirais que c'est une victoire pour moi, avant que leur dispute ne puisse s'aggraver. La voix impatiente de Geneviève coupa l'air depuis le salon. « Antoine,
Arrête de te disputer et prépare-moi à manger. Je n'ai rien mangé de la journée. » Antoine agita une main dédaigneuse vers Éléonore, prenant une profonde inspiration calmante. « Bon, j'en ai fini de discuter. Va juste faire le dîner. Maman et Léa ont faim. » Éléonore avait faim aussi. Elle se dirigea vers la cuisine, sans un mot de plus. Mais quand le dîner fut prêt, elle ne plaça que 2 assiettes sur la table, juste assez pour Léa et elle-même. Antoine s'apprêtait à se servir, mais Éléonore l'arrêta, sa main ferme sur son bras. « C'est pour Léa et moi. Si toi et ta mère voulez manger, faites votre propre repas. » Le visage d'Antoine se tordit de colère. « Tu es sérieuse, là, Éléonore? Tu veux vraiment que ce mariage continue? N'oublie pas que tu vis dans la maison que j'ai achetée. Si tu ne veux pas être gentille, nous pouvons divorcer. Et voyons où tu vivras alors. » Éléonore laissa échapper un rire froid. « Des menaces de divorce? Comme c'est prévisible. Oui, vous avez acheté cette maison. Mais je suis avec vous depuis des années, contribuant avec mon temps, mon travail et mes sacrifices. Vous voulez parler argent? Bien, parlons argent. Savez-vous combien coûte une aide soignante à temps plein de nos jours? 5 000 € par mois. Et s'ils doivent s'occuper d'une personne handicapée, c'est encore plus. Vous m'avez à peine donné 3 000 € par mois pendant toutes ces makachimahanana. Et ça, c'est si vous vous donnez la peine de l'envoyer à temps. Alors réglons les comptes correctement. Déduisez mon loyer et ensuite paie-moi pour les années que j'ai passées à prendre soin de ta mère. Voyons qui finit par devoir à qui. » Miaou. Antoine devint écarlate, balbutiant, cherchant une réplique qu'il ne trouvait pas. Sans autre option, il traîna les pieds jusqu'à la cuisine et prépara des spaghettis pour lui et Geneviève. À la première bouchée, Geneviève recracha aussitôt. « C'est dégoûtant, beaucoup trop salé. » Ses yeux se posèrent avec envie sur les crevettes citronnées de l'assiette de Léa, souhaitant clairement pouvoir échanger de repas. Mais ce n'était que le début. À partir de ce jour, Éléonore refusa de prendre la responsabilité de quoi que ce soit lié à Geneviève ou à Antoine. Elle ne cuisina que pour elle et Léa, ne lava que leurs vêtements, leur laissant le reste. La maison, autrefois méticuleusement gérée, sombra rapidement dans le chaos. Geneviève en subit particulièrement les conséquences. Il y avait des jours où elle se souillait et n'avait personne pour la nettoyer. Elle criait et pleurait, se lamentant qu'elle ferait aussi bien de mourir. Le désordre, les plaintes constantes, poussèrent Antoine à bout. Finalement, après des semaines à subir les conséquences de sa propre négligence, il craqua. Les murs de sa vie s'effondraient. Avez-vous déjà vu quelqu'un faire enfin face aux conséquences de ses propres actions? Le monde soigneusement construit d'Antoine s'effondra enfin. Les cris de Geneviève pendant sa visioconférence furent le coup de grâce. Il se leva, les larmes coulant, la voix rauque. « Éléonore, je suis tellement désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais envoyer les dépenses du foyer, montées à 4 000 €. » Je le regardais, calme. « 4 000 ? Qui voulez-vous berner ?» Il balbutia, puis offrit tout son salaire. Je ris. « Pourquoi pas ?» J'appelais, assez fort pour que Geneviève entende. « J'ai un nouveau travail. Aide à domicile à temps plein à partir de demain, pour 7 000 € par mois. » Antoine railla. « Arnaque !» Pas d'arnaque. Le tempérament de leur mère avait fait fuir d'autres personnes, mais des années avec votre mère m'ont donné une sacrée carapace. Geneviève, se roulant dans la pièce, pâlit. « Tu t'en vas ? Et moi ?» Je soutins son regard. « Engagez de l'aide. Cela coûtera 10 000 € pour quelqu'un avec votre personnalité. Votre fils ne gagne que 5 000 €. Vous comptez vivre d'amour et d'eau fraîche, peut-être ?» Antoine rougit. « Hors de ma vue. Payez votre loyer ou faites vos valises. » Sans ciller, je sortis mon téléphone, enregistrai un message pour Madame Duval.
D'accord pour l'aide à domicile. Déménage demain. Sa réponse instantanée. Vous me sauvez la vie. J'ajoute 500 € de plus. Avec un petit sourire en coin, je raccrochais. Vous voyez, certains appréciaient mon travail. Je fis nos bagages. Geneviève poussa un cri strident. Égoïste, je vais vous poursuivre en justice. Me poursuivre en justice? Je rétorquais. 6 ans d'insultes? Le tribunal prendra le parti d'une vieille femme abusive et ignoble? Si vous m'insultez encore, je vous giflerai si fort que vous y réfléchirez à 2 fois. Mes mots la laissèrent sans voix. Je me suis dirigée vers le balcon pour les poupées de Léa. Tout à coup, Geneviève cria, lançant une tasse. « Je vais te tuer !» Je me suis baissée. La tasse s'est envolée. Mon cœur s'est arrêté. Elle frappa Antoine, le faisant s'effondrer en contrebas. Il n'était plus là. Geneviève, la cause de sa mort. Gémis. « Mon fils, c'est ta faute, femme ignoble !» J'affrontais sa haine. « Ton fils est mort à cause de toi. Celle qui aurait dû mourir, c'est toi !» Je m'éloignais. C'était fini. J'ai hérité des biens d'Antoine avec Léa. Geneviève a reçu une part et la maison. Mais ces dernières années furent un enfer. Des parents avides la dépouillaient. Des années plus tard, Geneviève modifia son testament, léguant la maison à Léa. Après le décès de Geneviève, j'ai vendu la maison. Nous avons tourné la page. Sa méchanceté, finalement, avait rendu justice. Parfois, l'univers favorise ceux qui cherchent leur propre liberté. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà dû vous battre pour votre propre liberté et votre paix? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre voix compte et nous serions ravis de l'entendre. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits de résilience.